Allez, on est tout bon, le petit check-up technique. C'est reparti pour un tour. Je vous propose qu'on passe 30 minutes ensemble. On va parler du PHRIP qui s'appelle Protect. Et en premier lieu, je remercie avec beaucoup de sincérité le comité d'organisation de me donner cette vitrine et de partager du coup ce qu'on a pu faire aujourd'hui en équipe. Je vous remercie aussi à vous d'être là dans la salle. J'espère que ça va pouvoir vous intéresser. Plus fort, plus près du micro, comme ça on est bon? Ok, excellent. Donc, ce PHRIP, il s'appelle « Mise en place d'un plan de protection par l'infirmier des urgences pour la prévention de la réitération suicidaire ». Mon premier avant-propos, c'est déjà de se dire que quand on parle de la prévention du suicide, il est toujours bon de rappeler qu'il existe des recours. Aujourd'hui, en France, on a vécu une véritable révolution, il n'y a encore pas si longtemps que ça, avec l'apparition d'un numéro national de prévention du suicide qui s'appelle le 3114. Et je m'adresse à vous les pros, mais aussi à vous les personnes civiles, si je puis dire, parce que ça peut nous toucher dans différents domaines. Et il est bon de rappeler que le numéro 3114, il est ouvert pour tous, tout le temps, à destination de tout le monde. Voilà. J'ai un deuxième avant-propos à vous faire. Parce que je crois que la consigne, c'était aussi que je puisse vous parler un tout petit peu de mon parcours. Alors je vais essayer de pas vous parler de moi, mais plutôt des expériences successives qui ont marqué mon parcours. J'ai été infirmier, je ne sais pas si c'est un lapsus. Je suis infirmier depuis une dizaine d'années, enfin 15 ans en fait, mais j'ai surtout été infirmier durant une dizaine d'années dans le soin. J'ai travaillé dans des services d'hospitalisation à temps complet, j'ai travaillé dans des services des urgences, j'ai travaillé dans des équipes mobiles et sur des centres de prévention du suicide. Et aujourd'hui, j'ai finalement un temps qui est dédié à la recherche, un temps qui est aujourd'hui dédié à 100% à la recherche, mais en fait, c'est un temps qui a évolué sur ces 5 dernières années, avec d'abord l'idée un 20% en recherche, puis petit à petit, avec les projets, ça s'est accumulé, si je puis dire. Aujourd'hui, donc, je suis infirmier de recherche clinique, et j'ai un temps qui est à 100% dédié à la recherche, 50% dédié pour la mise en place de l'étude Protect, et 50% dédié, depuis maintenant quelques semaines, à une thèse en santé publique. Voilà. Mais pour en revenir aux soins, s'il y a peut-être un service en particulier qui m'a marqué, c'est très probablement les services des urgences. Peut-être parce que c'est aussi un endroit où on réussit à avoir un exercice professionnel infirmier le plus libre possible, et peut-être aussi avec des rapports avec les médecins les plus simples, où on est avec des relations très horizontales, très collégiales, où du coup on sent peut-être un peu moins aussi ce rapport de force. Du coup, moi je me suis vraiment éclaté. Je m'y suis éclaté et probablement aussi qu'il y a eu des moments, des rencontres, et peut-être des rencontres qui marquent plus que d'autres. Et je dois bien vous dire que je me rappelle aussi avec émotion ce patient, ce pourrait être lui, avec qui je partageais une cigarette un soir de garde aux urgences. Et ce jeune homme consulté pour un épisode de crise suicidaire. Et je me rappelle parfaitement dans quelle mesure il me décrivait son contexte de vie tellement difficile. Et je me rappelle tout autant dans quelle mesure je me sentais aussi tellement impuissant. Voilà. Bon, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais je ne peux pas ignorer, et nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a aussi des situations qui se terminent mal. Cet homme-là, il est décédé par suicide quelque temps après. Bon. Quelque temps après, et pour bien d'autres raisons que cette histoire qui m'a marqué, j'ai changé de service pour aller sur le centre de prévention du suicide, qui à l'époque était une unité mixte où il y avait un centre de prévention du suicide, mais aussi une équipe mobile de psychiatrie. Sur le centre de prévention du suicide, il y a également une activité recherche. Cette activité recherche, on parlera par exemple du projet Espoir, qui touche un sujet aussi extrêmement difficile. Le projet Espoir, c'est l'idée de développer une plateforme numérique à destination d'un public un peu spécifique, puisque c'est les personnes qui sont endeuillées par suicide. Voilà. Cette plateforme numérique, elle est aujourd'hui en ligne. C'est un projet de recherche dont on a vu le début, la fin, et on a fêté les 1 an de l'ouverture de la plateforme web Espoir il y a quelques jours. Il y a plein d'autres projets dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais pour vous dire que dans cette dynamique et dans les ressources aussi qui m'ont permis de mettre en place ce plan de protection, c'est aussi un service où l'activité recherche, elle bat son plein en quelque sorte. Ce service, c'est aussi un endroit où il y a la confrontation entre la recherche et la réalité du terrain. Et typiquement, quand on parle du plan de protection, du safety plan, on a eu les premières discussions ont tourné notamment avec ma collègue Tamara. Et Tamara, tout de suite, ça a été la première à se saisir du plan de protection.
Elle a récupéré, elle a trouvé une traduction sur Google en 2 temps 3 secondes, et du coup, elle a transformé. Elle a fait le plan que vous voyez sur la gauche de la slide, elle en a fait une toute petite carte, hyper pratique, avec l'idée très simple de se dire, ben, comme ça, je peux la glisser dans ma poche, en fait, quand j'ai fini la consultation. Et puis, elle a fait un guide d'entretien. Ce qui avait un sens pratique profond, et qui était absolument génial. Sauf que, moi, quand elle a pu discuter avec moi de ce qu'elle avait pu faire, je voyais aussi tout l'écart avec la réalité de l'outil du safety plan qui a montré ses preuves. On va le voir juste après aussi. Et du coup, bah, ça me gênait un peu aux entournures en quelque sorte. Parce que du coup, je me disais, mais cet outil qui visiblement marche si bien dans la littérature scientifique, tu l'as tellement changé, dans quelle mesure on peut être certain qu'il soit encore efficace? Du coup, c'était aussi l'idée à un moment donné de se dire, bah, peut-être qu'il faut développer une étude pour mesurer l'efficacité de ce plan de protection. Pour travailler à ce protocole, du coup, on a fait une équipe, parce que vous avez bien compris que la notion d'équipe de recherche était primordiale. Et du coup, dans cette équipe, on retrouve des médecins qui sont spécialistes de la question de l'urgence psychiatrique, d'autres qui sont spécialistes de la question de la prévention du suicide. On a également des experts en méthodologie. On retrouve des experts de la prise en charge à court terme de la crise suicidaire, des psychologues, sur la partie qualitative de l'étude. Il n'y a pas tout à fait Timothée Chalamet, mais il y a un biostat qui rend les stats aussi sexy que Timothée Chalamet, je vous l'assure. Et puis il y a Aurélie Vacher, qui est chargée de projet sur l'étude, pour y avoir, quelques temps auparavant, avoir fait son stage de Master 2 en sciences de l'éducation sur le projet de recherche Protect. Et du coup, elle a pu financer son premier emploi sur les budgets du PHRIP. Comme c'est un projet scientifique, un projet infirmier, on a également mis en place un comité scientifique infirmier élargi dans l'idée de aussi s'appuyer sur l'expertise des infirmiers en prévention du suicide. Dans ce comité scientifique, on retrouve notamment des personnes comme Élise Cléva, qui au niveau national pilote le dispositif Vigilance, le dispositif de prévention de la réitération suicidaire en France, le soin habituel. On retrouve également Romain Perrault, Erwan Nouvel, Jocelyn que vous avez rencontré, Caro que vous avez croisé tout à l'heure, Tamara, et puis également Rémi Chapelle et Gilles Orbi, qui est une personne concernée par la question d'une crise suicidaire aussi. Et c'est aussi l'objectif, peut-être maladroite, un peu tardive, je veux bien le reconnaître aussi, mais d'une façon d'inclure aussi les personnes concernées dans ce projet de recherche-là, pour aussi avoir leur feedback au fur et à mesure de la mise en place de ce projet. Et il y a encore du monde. Il y a encore du monde parce que l'étude Protect, c'est une étude multicentrique. On travaille avec 31 centres. Et quand on va rencontrer des centres, derrière le centre, il faut toujours réussir à identifier quelle va être la personne porteuse du projet. Et de façon très spontanée et plutôt dans l'ordre des choses en fait, quand on toque à la porte d'un nouveau centre, d'un service d'urgence, qui c'est qui ouvre la porte? C'est d'abord le médecin responsable. Et c'est pas grave, je le reproche pas, c'est écrit comme ça. Mais comme c'est un projet infirmier, il y a quand même l'idée de réussir à faire en sorte qu'il y ait un portage infirmier. Du coup, il y a eu une sorte de négociation dans chacun des centres pour réussir à identifier des portages infirmiers, les pilotes infirmiers, les co-investigateurs de cette étude-là. Et je suis content de vous le dire, dans 3/4 des centres, c'est des infirmiers, des psychologues ou des cadres de santé qui pilotent l'étude, qui en ont la responsabilité. Il y en a encore un petit quart qui sont médecins, et c'est pas un reproche, vraiment pas. Et là encore, dans la prochaine mise à jour de l'étude, plusieurs d'entre eux vont aussi laisser leur place à des infirmiers qui avaient très envie d'y aller, mais qui disaient aussi je veux bien y aller, mais j'ai encore un peu peur, quoi, en quelque sorte. Du coup, on les a aussi accompagnés là-dedans, et demain, ils vont prendre la place. Pour réussir à ancrer le protocole Protect au sein des centres, on a aussi réfléchi à une pseudo-stratégie d'implémentation du protocole. L'ancrage, il est infirmier, puisque l'outil, il est infirmier, il sera mis en place par les infirmiers, donc ça part déjà des infirmiers. Mais les infirmiers ne travaillent pas tout seuls. Donc il y a aussi l'idée de les inscrire dans une équipe investigatrice pluridisciplinaire. La plupart du temps, c'est avec des cadres de santé et les médecins responsables ou pas des services. Et puis, vous l'avez compris, la dernière enveloppe, c'est le comité scientifique élargi. Je vous ai menti, j'ai encore un dernier avant-propos, qui est un peu plus théorique sur la question de la crise suicidaire. La question du suicide, c'est un modèle qui est complexe, avec tout plein de tenants et aboutissants. Il y a un modèle qui est mis en place par un psychologue aux États-Unis qui s'appelle Joyner, que je trouve relativement simple d'accès et qui colle parfaitement à la question du plan de protection. Joyner, il nous dit en gros, la crise suicidaire, elle se conjugue déjà principalement avec la rencontre de deux dimensions. La première, c'est la question d'une dimension en lien avec la question de l'isolement, le sentiment de ne pas être connecté aux autres.
cette capacité à réussir à créer du lien, la capacité à recevoir du lien et aussi à l'entretenir, ce lien-là. La deuxième dimension, c'est le sentiment d'être un fardeau, d'être un poids pour les autres, parce qu'on ne réussit pas à s'en sortir tout seul, quelque part. Ces deux dimensions, elles font naître l'envie suicidaire. La dernière dimension qui peut faire naître la tentative de suicide ou le décès par suicide, c'est ce qu'on appelle la capacité suicidaire, ou parfois la capacité suicidaire. Cette dernière dimension, c'est l'idée qu'à un moment donné, le sujet peut finalement ne plus avoir peur de mourir, ne plus avoir peur de souffrir, ne plus avoir peur de prendre ses médicaments, et c'est ce qui précipite le geste suicidaire. Et le plan de protection, il va jouer sur ces trois dimensions. D'abord sur la solitude, parce que le plan de protection, c'est aussi un plan pour créer du réseau autour de la personne qui va mal. C'est aussi un plan de protection qui travaille à la question de l'autonomie, à la question de rendre actif le patient, puisqu'on va lui permettre de créer une liste de stratégies pour faire face à une crise suicidaire. Et enfin, sur la question de la capacité suicidaire, on va lui renvoyer la capacité à s'en protéger, avec un plan qui est déjà prévu à l'avance. Ça fonctionne? Ok. Mise en contexte, quelques éléments théoriques qui justifient pourquoi on s'est intéressé à cette question suicidaire. Il y a plusieurs éléments de la littérature aujourd'hui assez clairement affirmés qui nous disent que, en gros, la mortalité par suicide intervient principalement dès le premier mois suivant le geste suicidaire. Et ça va doucement décroître jusqu'à 3 mois et 6 mois, comme le disaient très bien mes deux collègues juste avant. Donc du coup, il y a l'absolue nécessité de mettre le paquet dès le premier mois, en fait. Ça, c'est des données internationales qui parfois on peut les regarder avec un regard un peu de travers. Mais il existe également des données françaises qui viennent recroiser toutes ces données-là. L'équipe parisienne, Jolan et Vionia, ont démontré également que la réitération suicidaire intervient pour 12% des personnes qui réalisent un geste suicidaire. Et c'est pas tout. Dans ces 12%, il y en a les 3/4 qui vont réaliser leur geste suicidaire dès les 6 premiers mois. Donc on recroise les données internationales qui nous disent quoi? En gros, il faut mettre le paquet à 1 mois, 3 mois, 6 mois, tout comme l'expliquaient très bien mes collègues juste avant, avec le dispositif vigilance. Reste maintenant à savoir s'il existe aujourd'hui dans le monde une stratégie de soins qui permet de diminuer la mortalité par suicide. Il n'y en a pas beaucoup, on en trouve une. C'est ce qu'on appelle les Brief Intervention and Contact, les stratégies brèves de santé, qui sont aujourd'hui les seules interventions qui ont réussi à montrer une efficacité sur la mortalité par suicide. Celle qui en parle le mieux, c'est Alison Milner, regrettée il y a quelques temps maintenant. Une intervention brève de santé, c'est une intervention qui interfère à minima avec la vie quotidienne des patients dans l'optique de maintenir un lien au long cours. L'idée, très simple, c'est de se dire, en fait, je ne vais pas vous solliciter 1 heure tous les 15 jours. Je vais plutôt chercher à vous contacter 3 minutes, 1 fois par semaine, par exemple. Ça a des intérêts vraiment chouettes, les interventions brèves de santé. Ça coûte pas grand-chose. C'est peu intrusif dans le quotidien des patients. C'est quelque chose qui est proactif pour les équipes de soins et qui peut intervenir de façon très précoce. La limite, c'est que c'est non thérapeutique parce que ça doit intervenir dans une prise en charge globale et compréhensive du contexte dans lequel est le patient. Ça peut prendre différentes formes, rappel téléphonique, SMS, lettres, carte postale ou encore des numéros verts. On pourrait maintenant se demander qu'est-ce qui fait que ça marche, ces interventions brèves de santé. Là encore, on a quelques éléments de réponse. Il y a 3 piliers principaux qui nous expliquent l'efficacité de ces interventions brèves de santé. C'est la question du soutien social, créer du lien, en recevoir. La question de la littération en prévention du suicide, la capacité à réussir à mieux comprendre le contexte de crise dans lequel je suis, pour réussir aussi à mieux m'y situer et donc à mieux y réagir en quelque sorte. La dernière dimension, c'est la question de l'apprentissage de nouvelles stratégies de gestion de stress. Ça va toujours? Ok. Les premiers à avoir testé l'efficacité du plan de protection, c'est Barbara Stanley et Gregory Brown, qui ont testé l'efficacité du plan de protection, du safety plan, vous le retrouverez comme ça dans la littérature scientifique, auprès d'une population de vétérans. Les résultats, c'est diminution de quasiment de moitié des gestes suicidaires au bout de 6 mois quand on est équipé d'un plan de protection, si je puis dire. Un peu bluffant, non, ces résultats? Diminution de la moitié des réitérations suicidaires au bout de 6 mois. Et c'est pas tout. Il y a également un objectif secondaire qui est hyper intéressant, qui est la question de l'adhésion aux soins. Quand j'ai un plan de protection, je vais plus souvent aux soins que quand j'en ai pas. Et quand on sait que les patients se rendent peu aux stratégies de soins qui sont initiées au service d'urgence, franchement, le plan de protection, il commence vraiment à trouver sa place, là.
Honnêtement, il y a encore peu d'études sur l'efficacité des plans de protection. Toutefois, il y en a suffisamment pour déjà faire des premières méta-analyses sur l'efficacité de ces interventions brèves. Et NUIGE, il y a quelques temps, a fait une synthèse des données de la littérature pour nous rappeler, ou plutôt pour souligner ou confirmer les premiers résultats de Stanley et Brown d'une diminution de l'ordre de 43% des comportements suicidaires quand on est équipé d'un safety plan. Je ne voudrais pas vous assommer avec mes articles scientifiques, mais il faut que je vous dise que j'en ai un dernier à vous vendre, qui est franchement sympa aussi. C'est une revue de la littérature de Monica Ferguson. Monica Ferguson, dans la revue systématique qu'elle a menée, elle nous amène à comprendre que le plan de protection, il n'est pas uniquement efficace sur la question du geste suicidaire, il est également tout plein d'éléments bénéfiques secondaires, sur la question des comportements suicidaires, sur la question des symptômes dépressifs, sur la question du sentiment de perte d'espoir, sur la réduction des hospitalisations, sur l'adhésion aux soins. Oh, on aurait trouvé un outil magique, là. Mais je me rends compte finalement que je vous parle du plan de protection sans véritablement vous l'avoir présenté. Ça ressemble à ça. C'est l'outil Princept, c'est le premier développé par Stanley et Brown, ici rédigé en anglais. Le plan de protection, c'est une liste de stratégies qui est co-construite avec le patient dans l'idée qu'il puisse faire face à la crise suicidaire de façon autonome. Il y a 6 étapes qui interviennent de façon croissante, qui permettent au patient, quand il est en crise suicidaire, de réussir à les mettre en place de façon plus rapide et plus efficace pour mettre en échec la crise suicidaire dans laquelle il est. OK ? Ce plan de protection, pour en revenir dans le cadre de l'étude, nous on l'a mis en place sous différents formats. Le plus simple, c'est au format papier, mais on a également développé une plateforme web, spécifiquement dans le cadre de l'étude, pour réussir à rédiger ce plan de protection, qui va nous permettre de l'éditer à un fichier Excel pour récupérer des données, d'éditer un PDF pour qu'il soit envoyé à la personne, et également un QR code qui pourra faire le lien avec une application smartphone qui va permettre au patient du coup de charger le plan de protection. Un petit mot du protocole. L'objectif principal de cette étude, c'est de s'intéresser à évaluer l'efficacité de la mise en place du plan de protection, spécifiquement par l'infirmier des urgences, pour des patients qui sont inclus dans le soin habituel. Le soin habituel étant le dispositif vigilance. Le critère de jugement principal, pour de façon très simple, c'est TS ou pas TS, tentative de suicide, à 6 mois. Il y a des objectifs secondaires que je ne vais pas tous vous citer, mais peut-être le premier, puisque c'est le plus intéressant qu'on retrouve dans la littérature scientifique, c'est la diminution de la réitération suicidaire dès le premier mois. Le protocole de l'étude, il se construit en 3 grandes étapes. Traduction, adaptation du safety plan, étude d'efficacité et puis une étude d'implémentation. Pour se dire un petit mot de la traduction, l'idée c'était de savoir déjà s'il existait une traduction validée sur le plan scientifique du safety plan. On a regardé dans la base de données, on retrouve des plans de protection, mais on ne retrouve pas des articles scientifiques qui décrivent comment ils ont réalisé la traduction et l'adaptation de ce plan-là. Du coup, on a pris la décision de faire ce travail-là, c'est-à-dire de ne pas simplement faire une traduction mot à mot avec un Google Trad, pour le dire simplement, mais aussi de l'adapter au contexte clinique. Du coup, on s'est appuyé sur, d'une part, des traducteurs professionnels ou des profs d'anglais à la fac, mais également sur un comité scientifique qui est venu donner son avis sur les traductions qu'on réalisait. Ce comité scientifique, c'est des infirmiers, des psychos, des psychiatres, et également des personnes concernées. Et du coup, on a fait un travail de traduction, rétro-traduction et comparaison, comme si on voulait étirer ce plan de protection un peu dans tous les sens, mais tout en ayant pour objectif principal de rester le plus fidèle possible à la version de Stanley et Brown. Ça va toujours? Ok. Étude d'efficacité? Parce qu'en fait, c'est là le gros morceau. C'est là le plus sympa. L'étude d'efficacité, c'est une étude qui est multicentrique, avec des centres sur l'ensemble de la France, même jusque sur l'île de la Réunion. On a un calcul de population qui est ambitieux, 2400 sujets, ça veut dire qu'on travaille avec 11 dispositifs vigilance et 20 services d'urgence répartis sur l'ensemble du territoire. Cette espèce de maillage qui nous permet de créer des clusters, des sous-groupes, où d'abord on a identifié le dispositif vigilance avec qui on va travailler, à qui on a demandé d'identifier les services d'urgence avec qui ils avaient l'habitude de travailler, puisque du coup on cherche des patients qui sont déjà dans le soin habituel, donc déjà dans vigilance. Donc on veut des services d'urgence qui ont l'habitude d'inclure des patients dans le dispositif vigilance. On en a recruté 11, qu'on a par la suite répartis du coup dans 5 groupes distincts.
Ces 5 groupes-là, du coup, on les a appelés A, B, C, D. Vous voyez un peu l'ensemble des centres que je ne vais pas vous citer. Et ces groupes-là, on les retrouve sur le fameux design en stepped wedge. OK. Je vous propose d'attraper les 3 premières cases en haut à gauche. Ça peut sembler un peu complexe, mais en fait, c'est assez simple. C'est toujours la même chose. C'est d'abord une phase contrôle. On inclut le patient dans l'étude comme il est inclus dans le soin habituel, c'est-à-dire uniquement le dispositif vigilance. Après ça, il y a une phase de formation, où l'équipe de recherche va aller former le service d'urgence à la mise en place du plan de protection. C'est une formation qu'on a développée sur les données probantes en s'appuyant sur 3 éléments clés, les recommandations des auteurs, une revue de la littérature sur quelle est la meilleure façon de former au plan de protection, et sur une étude qualitative d'une équipe actuelle qui utilise le plan de protection, Salut Montpellier, auprès de qui on a recueilli le retour, le feedback sur quelle est la meilleure façon, quels sont les attendus pour eux d'une formation au plan de protection. Et enfin, donc la dernière phase intervention, vous l'aurez compris, les patients sont toujours inclus dans le soin habituel avec en plus le plan de protection. La particularité, c'est que ces centres, ils sont activés, c'est-à-dire qu'ils passent d'un centre, d'une période contrôle à une période d'intervention de façon échelonnée dans le temps. Et aucun des groupes ne sait qui sera le premier à débuter, ni qui sera le dernier à fermer l'étude. Puisque c'est là la subtilité, les centres, ils sont randomisés, ils sont tirés au hasard. C'est Synthé qui a remporté le premier tirage au sort, c'est le premier centre à être activé, et on en est extrêmement heureux, puisque du coup ça rend la recherche encore plus concrète pour nous. Mardi dernier, on est allé former l'équipe de Saint-Étienne pour la première fois à la mise en place du plan de protection. Quels sont les sujets cibles de l'étude Protex? Ce sont des patients qui sont adultes, qui consultent au service d'urgence pour une tentative de suicide de moins de 48 heures. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des critères d'inclusion et d'exclusion, parce que globalement, l'idée, c'est de rendre l'étude extrêmement faisable et facile dans la mise en place aux urgences. Donc le réflexe, c'est inclusion vigilance, inclusion Protect. C'est ça qu'on voulait faire. La limite, c'est la durée de prise en charge hospitalière, pas plus de 3 jours, ce qui crée un facteur confondant. On ne saurait plus dire si les personnes vont mieux à cause de l'hospitalisation ou grâce au plan de protection. Qu'est-ce que ça implique? En plus, pour les sujets qui sont inclus dans l'étude, dans le protocole, le soin habituel, c'est la courbe en orange, où vous voyez que le patient, en sortant des urgences, reçoit un appel téléphonique à 1 mois, 3 mois et puis 6 mois. Ce qui est en plus dans l'étude en phase d'intervention, c'est dans les services d'urgence, la construction d'un plan de protection, puis un appel téléphonique à 1 mois et 3 mois. Pour améliorer notre taux de réponse téléphonique, on envoie des SMS de façon automatique aux patients qui sont inclus, qui avertissent de notre appel 2 jours avant. Le rapport bénéfice-risque de cette étude, d'abord du côté des patients, il est globalement favorable. Il est favorable puisqu'il gagne en quelque sorte 2 appels téléphoniques. C'est comme s'il gagnait un filet de sécurité puisque ces appels téléphoniques, ils sont mis en place par une infirmière qui est formée à la crise suicidaire. Il y a effectivement le bénéfice de l'outil puisque, a priori, dans la littérature scientifique, le plan de protection, il marche. Sur la question de la perte de chance, elle est considérée comme modérée, c'est-à-dire qu'on pourrait reprocher aux patients qui sont inclus en phase contrôle, donc sans intervention, justement de ne pas bénéficier d'un outil qui fait ses preuves. Mais en fait, comme les patients ils sont déjà inclus dans le dispositif vigilance qui fonctionne, diminution de 40% d'ETS à 1 an, la perte de chance, elle est modérée. Et du coup, ça invite même du coup à la prudence à se dire, mais finalement, vigilance marche tellement bien, est-ce que le plan de protection est véritablement utile dans le contexte particulier et français? On verra ça dans quelques années. Pour les équipes de soins, je m'y attarde juste une petite seconde, parce que je crois que c'était aussi dans les débats de la journée. Oui, il y a des bénéfices à participer à l'étude Protect. En premier lieu, sur la question de l'évolution des pratiques concrètes, on va former les services d'urgence, mais également les dispositifs vigilance et les services d'urgence, si vous me suivez. Donc, en fait, l'idée, c'est que tout au long du parcours du patient, l'objectif, c'est que tous les patients qui sont au contact du patient, tous les soignants qui sont au contact du patient parlent le même langage. Donc, qu'ils soient tous formés au plan de protection pour, quand il y en a besoin, qu'ils puissent réussir à le mettre à jour facilement. Évidemment, au sein des services, ça crée des dynamiques globalement plutôt favorables. Dernière étape de l'étude, qui interviendra donc après l'étude d'efficacité, c'est une étude d'implémentation. Globalement, l'idée, c'est de se dire, c'est pas tout que cet outil, il marche, mais est-ce qu'il est utilisé au quotidien par les premiers concernés?
et ce qui leur semble facile à mettre en place. Donc du coup, on va faire un devis mixte auprès des personnes concernées d'abord, mais également des professionnels des urgences et des professionnels de vigilance, quant à savoir si l'outil pour eux il est facile à mettre en place, s'il est confortable, si la formation est suffisante, etc. Ce devis mixte, sur cette dernière étude, on va faire une partie quanti avec une échelle de Likert qui étudie différentes dimensions, et puis une partie un peu plus qualitative, où on va aller rencontrer à chaque fois ces 3 sous-populations pour avoir leur feedback un peu plus riche, en quelque sorte. Ok. Perspective de l'étude, l'idée c'est que à la fin, on pourra proposer un outil qui est structurant dès la sortie des urgences, qui va permettre de mieux identifier les ressources et donc probablement de diminuer la fréquentation des services d'urgence au motif d'une crise suicidaire. On espère réduire la mortalité par suicide et aussi proposer du coup un nouveau référentiel de prise en charge pour les personnes suicidantes. Si vous avez encore un peu de jus, je vous propose de regarder aussi les courbes d'inclusion. Ça vous dit ? Il vous reste 5 minutes. Impeccable. Merci. Donc, sur le step wedge, j'ai pas trop insisté, mais en fait, il y a 6 périodes successives qui durent à chaque fois, de façon théorique, 4 mois. Et sur chacune de ces périodes de 4 mois, l'objectif pour tous les centres au total, c'est d'inclure à chaque fois 400 patients. Quand vous faites la somme de toutes les périodes, ça vous donne à nouveau 2400 sujets. Aujourd'hui, on est en train, on a même un petit peu dépassé, on est en phase intervention, on est en phase de formation avec l'équipe de Saint-Étienne, quand tous les autres groupes vont rester en phase contrôle. Eux, ils vont continuer d'inclure les patients dans l'étude, mais sans réaliser le plan de protection. On a débuté les inclusions fin septembre, avec une dynamique qui est doucement montée en charge, c'est-à-dire que on a petit à petit, c'est ce que vous voyez sur la gauche, on a petit à petit activé plusieurs centres, ce qui nous a permis du coup de continuer à augmenter le nombre de patients inclus. Il y a c'est l'idée de monter en puissance en quelque sorte. Au début, il y avait 15 centres qui étaient ouverts, puis 20, puis 25. Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 centres avec qui on a un peu des difficultés à réussir à les rendre actifs dans l'étude, mais on a bon espoir. Et vous voyez qu'en fonction de la taille des centres, il y a des super gros centres, comme nos collègues de Saint-Étienne, qui sont à 80 inclusions, et puis d'autres qui sont un peu plus modestes, comme les collègues de l'hôpital de Saint-Joseph, par exemple, sur Paris. Sur cette première période, si on regarde un petit peu plus près, en gros, il y a l'écart entre la courbe d'inclusion théorique, en rouge, et la courbe d'inclusion réelle, en bleu, et vous voyez que l'écart entre les deux courbes, c'est un petit peu le retard qu'on a accumulé en quelque sorte, qui nous a amené à allonger un petit peu cette première période de 4 mois pour réussir à récupérer de ces dernières inclusions. Ça y est, on y est, à la fin de la semaine, enfin d'ailleurs même dans quelques heures, là en fait on va clôturer cette première phase pour basculer en P2. Vous voyez que l'ensemble des groupes, donc c'est un peu comme des vases de remplissage, en gros en bleu c'est toutes les inclusions qu'ils ont réalisées, on voit que les groupes B, C, D avaient fait leur quota, il en manquait un petit peu sur le A et sur le E. Je vous passe les détails des données groupe par groupe, avec simplement peut-être l'idée de souligner une idée, qui était peut-être de savoir si les inclusions théoriques qu'on avait imaginées, nous, en rédigeant le projet, ont véritablement été réalisées dans la vie réelle. Le théorique, à chaque fois, sur chacun des graphiques, c'est la courbe en rouge, et les inclusions en réel, c'est à chaque fois les courbes en bleu. Et ce qu'on constate, c'est que sur chacun des groupes, ils ont tous réussi à un moment donné à attraper la barre des inclusions attendues en quelque sorte. Ce qui nous renvoie à l'idée qu'on ne s'est pas trop planté sur la question de la faisabilité de l'étude. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté dans un contexte des urgences que vous connaissez comme moi, qui est franchement complexe. Je vous remercie. Alors, comme nous avons pris un peu de retard à l'allumage, je vous propose qu'il puisse peut-être y avoir une question, si vous voulez bien. J'ai une question devant. Voilà, il y a une question là, par là-bas. Oui, absolument. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Tout au long, j'ai pas pu m'empêcher de faire le comparatif avec le plan de crise conjoint. Donc, c'est une question que j'ai de mon côté. Comme les soignants se disent souvent ensevelis de formulaires à compléter, je me demandais, est-ce que le plan de crise conjoint
donc on s'entend que la crise suicidaire est une forme de crise. Est-ce que selon vous c'est comparable? Parce que c'est ça, parce que sinon là, il y a des efforts de formation pour les deux types de plans. De notre côté, on a fait une revue de la littérature pour voir un peu le contenu de chacun. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Merci pour votre question. Je dirais que le plan de crise conjoint et le plan de protection, c'est un peu des cousins. Et je crois qu'ils partagent l'objectif commun qui est la question de l'autonomie et de donner la parole aux patients. Leurs objectifs sont par contre un peu différents de façon concrète, même s'ils visent tous la question de la gestion de la crise. L'avantage, enfin peut-être pas l'avantage, mais ce qui distingue le plan de protection du plan de crise conjoint, c'est que le plan de protection, il est rédigé, il est co-construit avec le patient, mais finalement plus que le papier, c'est vraiment l'idée que le patient réussisse à structurer dans sa tête les stratégies pour faire face à la crise suicidaire. Et en vie réelle, sur les feedbacks que j'ai eu moi avec les sujets qui perdaient parfois leur papier, en fait, on se rend compte qu'ils ont intégré la logique du plan de protection. Et finalement, je suis pas certain que ça leur fasse peut-être un papier supplémentaire, mais je pense que c'est quelque part peut-être pas si éloigné que ça, de l'ordre d'une mini psychoéducation, mais je pèse mes mots parce que je suis pas spécialiste sur cette question-là. Questionnement que je garde. Et il me semblait que sur le plan de crise conjoint, il y avait aussi l'idée que l'équipe d'accueil devait se montrer aussi ouvert, formé à appliquer les directives rédigées dans le plan de crise conjoint. Et ce qui est peut-être une étape en moins, en quelque sorte, pour le plan de protection. C'est pour ça que du coup, il me semble un peu plus habile et peut-être un peu moins complexe à mettre en place. Mais encore une fois, c'est des objectifs qui sont différents. Il ne s'agit pas de dire l'un est mieux que l'autre. Voilà. Alors, merci, un grand merci à vous, Benoît, pardon. Tout va bien.